Gendarmerie de Choisy-au-Bac, dans l'Oise, près de Compiègne. 5h30 du matin. Les gendarmes se préparent à une interpellation déterminante. Jérémy, le directeur d'enquête, va arrêter 2 suspects dans une affaire criminelle. Venez là, je sais pas. Venez ici, vous venez là. Comme tu as vu, on est venus nombreux chez toi. À ses côtés, David, adjudant. Je viens de passer en garde à vue ce matin pour des faits de séquestration, de vol aggravé, violence aggravée. Un multirécidiviste poursuivi pour avoir maltraité des personnes vulnérables. Vous pensez qu'il est dangereux? Pour moi, oui. Pour moi, oui. On change vite parce que j'ai 2 enfants et... Oui, il ramène, pour vous, il ramène pas du beau monde à la maison. Non. Pas peur, hein? Il donne des coups. Il donne des coups à qui? Des victimes qui font douter les gendarmes. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle me dit ça va. Elle m'a pas regardé en me faisant comprendre qu'elle était en danger. Des habitués des restos du cœur attaqués. Puis ouais, c'est pareil, c'est Restos du Cœur aussi. Une deuxième victime, j'ai pas ce qu'on va te dire. C'est ça. Calme-toi, calme-toi. Une affaire complexe, à peine croyable. Une enquête à rebondissement. Vas-y, crache. Mais les gendarmes arriveront-ils à trouver la vérité? Tu m'écoutes? Wow. Hey. En France, les agressions de personnes âgées sont en nette augmentation ces dernières années, notamment en province. Plus des 2/3 des victimes de vol par ruse sont des personnes âgées. Une personne cambriolée sur 3 a plus de 60 ans. Nous sommes à Compiègne, en Picardie. Ici comme ailleurs, les retraités sont des cibles faciles pour les escrocs. Ils sont souvent victimes d'agresseurs en tout genre. Parfois, certaines affaires semblent au départ totalement incroyables. Et c'est justement le cas de l'enquête qui arrive. Ce matin, à la gendarmerie de Choisy-au-Bac, Jérémy est en train d'enregistrer une plainte pour séquestration d'une vieille dame. Ce militaire a 31 ans, il a fait ses classes en Normandie avant de rejoindre la Picardie, où il est devenu officier de police judiciaire. Un gendarme chevronné donc, avec dans ses mains un récit sordide. Une femme que nous appellerons Thérèse, âgée de 64 ans, prétend avoir été enfermée, malgré elle, pendant des mois dans un appartement situé à 10 km de Compiègne. Une épreuve de plus pour cette dame ruinée après le décès de son mari. Elle est veuve et vit péniblement avec sa faible retraite. Elle est donc obligée de s'alimenter au Resto du Cœur. C'est là que cette vieille dame désargentée aurait été enlevée par un couple. Ils sont venus la récupérer à proximité des restaurants du Cœur, là où elle allait chercher ses repas. Elle a pris peur, elle s'est réfugiée dans un bar à proximité. Cet individu ainsi que sa compagne sont venus la récupérer dans le bar et l'ont conduit jusqu'à le lieu de domicile du couple. C'est ici, à 10 km de Compiègne, au domicile du couple, que le calvaire de Thérèse aurait commencé. Le couple l'aurait enfermée de force. Il serait resté 3 mois, d'après ses déclarations, temps pendant lequel monsieur se serait amusé à lui piquer les cuisses avec des fléchettes, lui mettre des coups de ceinture et la faire dormir sur des oreillers, à même le sol dans la cuisine. Des sévices et des conditions de vie épouvantables. Et cela aurait pu continuer si le 18 avril, la veuve n'avait pas fait un malaise. Le mis en cause, prenant peur, a fait intervenir les pompiers à son domicile. Ils ont récupéré qui, lors du transport, s'est confié et dit effectivement, je suis victime de séquestration. Un kidnapping dans un bar du centre-ville, d'une retraitée sans argent qui aurait été retenue contre sa volonté. Plus de 3 mois et sans mobile apparent. L'histoire est rocambolesque. Or, les enquêteurs le savent bien. Il arrive parfois que les plaintes qu'ils enregistrent soient totalement inventées, par vengeance ou bien parce que les plaignants n'ont plus toute leur tête. Alors l'urgent pour Jérémy va être de vérifier la fiabilité de ce témoignage qui lui semble de prime abord peu crédible. Ce matin, Jérémy et David, le chef de la cellule judiciaire, vont interroger la plaignante. Thérèse a été placée dans une maison de retraite depuis son agression présumée. Les enquêteurs ont absolument besoin de savoir si la personne âgée est crédible ou non.
quand elle raconte cette histoire de séquestration. Car comme près d'1 million de personnes en France, Thérèse a été placée sous tutelle depuis des années. La vieille dame n'a plus toutes ses facultés mentales pour se gérer de manière autonome. La victime est fragile, son jugement diminué. Elle doit donc être examinée par un expert psychiatre, car il se pourrait bien qu'elle ait imaginé toute cette histoire et qu'elle l'ait prise au sérieux. Bonjour, la gendarmerie de Choisy-au-Bac. Ici, plusieurs personnes âgées ont été victimes d'agressions. J'ai été cambriolée, hein. C'est pour ça que je suis venue ici. Plus en sécurité? J'avais la trouille. L'expert psychiatre a du retard. Les 2 gendarmes en profitent pour rendre visite à Thérèse dans sa chambre et la préparer en douceur à l'entretien qui va suivre. Bonjour madame. Ça marche, merci. Vous finirez après, hein? Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va mieux. Si vous êtes en sécurité, Ah oui, on s'occupe bien de vous. ah oui, Vous partez en vacances demain matin? oui. Ah, vous partez Dans où? 3 jours, à côté de Havre. À côté du Havre? Oui. D'accord. Ils vous ont expliqué un petit peu le personnel de la maison de retraite, ce qui allait se passer là ce soir? Non. Non. Il y a un médecin qui va venir, un psychiatre qui va discuter avec vous. Oui. D'accord? Puis après, lui, il me fera un petit compte-rendu. Les gendarmes demandent à la victime si, par hasard, le couple n'aurait pas fait pression sur elle après la séquestration présumée. Ils vous ont pas recontacté, le couple, chez qui vous êtes allé? Ici? Oui, ici ou à l'hôpital? Non. Non, jamais. Bon, on va attendre le docteur? C'est par ici. Le psychiatre vient d'arriver à la maison de retraite. Son diagnostic est crucial pour les enquêteurs. Seul un expert peut évaluer l'état mental de la victime, estimer si la femme a inventé ou non son agression. Vous voulez vous entretenir avec madame? Vous laissez les lieux. L'idée principale de cet examen, c'est surtout d'établir l'état psychologique de cette personne et pouvoir déterminer si on peut s'appuyer sur ses déclarations, sachant que de toute façon, c'est pas le seul élément sur lequel nous allons travailler. Ça s'est bien passé? Après 1 heure d'entretien, l'expert psychiatre a recueilli assez d'éléments pour se prononcer sur l'état psychologique de Thérèse. Dante a tout de même relativement bonne mémoire pour son âge. Elle ne se trompe pas sur beaucoup de choses. Alors après, ça va être tout un compte rendu. Vous allez avoir le détail de ce qu'ils disent. Parce que la fameuse affaire là, où elle aurait été kidnappée, entre guillemets, la gare, elle est tout de même un peu trop cohérente pour l'avoir vraiment inventée. Par conséquent, ça a une crédibilité. Pour le psychiatre, la retraitée ne ment pas. Son récit est crédible. Probablement vrai. Encore merci. Pour les gendarmes, c'est une surprise. Il va donc falloir rapidement enquêter sur cette affaire peu commune. Et pour cela, ils vont commencer par se rendre sur les lieux de son enlèvement, afin de compiler le maximum d'informations et de témoignages. Or, ils ne le savent pas encore, mais cette enquête va se révéler beaucoup plus compliquée qu'ils n'imaginent. Le lendemain matin, les gendarmes se rendent donc à l'endroit où, selon Thérèse, tout a commencé. C'est au niveau de la gare, hein, bien sûr. David et Jérémy cherchent des preuves, des témoins, là où Thérèse dit avoir tenté de fuir son couple de tortionnaires. C'est ici qu'aurait débuté l'enlèvement de la victime, dans le centre-ville de Compiègne, Ça fait le tour du pâté de maison. à proximité de la gare. Ah, il y a du monde. À 2 pas de cette place, le camion des Restos du Cœur s'installe 3 fois par semaine pendant l'hiver. Et c'est ici que Thérèse venait régulièrement s'approvisionner. Parce que pour moi, il se pose là où il y a le bus. Ouais. Tu sais, regarde là, on repart en foncement. Voilà. c'est là. Oh, après, ça gêne la circulation. Ouais, Puis tu me disais que c'était long des quais. donc, ouais, bon, on est là, on est en plein dedans, quoi. C'est là que Thérèse aurait tenté de filer à l'anglaise, de se débarrasser, dit-elle, de ce couple qui allait la maltraiter.
La vieille dame affirme que toute tremblante, elle se serait réfugiée dans ce bar, sans un sou. Mais qui pourrait se souvenir d'une dame de 64 ans dans cet établissement très fréquenté? Jérémy et David décident alors d'interroger le patron. Ils ignorent alors que non seulement le patron se souvient de ce jour-là, mais qu'il va leur raconter une histoire bien différente de celle de la victime. Je me rappelle simplement de cette journée-là parce que j'ai offert son repas. Je fais un repas tous les jours. D'accord. Tout simplement. Et depuis ce jour-là, Je l'ai plus revu. Et cette dame-là venait régulièrement? Régulièrement. Régulièrement, donc... vous la connaissiez Oui, sûrement. Ouais. voilà. On l'audition. D'accord. Selon le patron, la femme ne se sentait pas bien. Elle était toute tremblante, je pensais qu'elle était surdosée parce que Est-ce que j'ai j'ai des fait gens dans l'audition handicapés, médicaments, machin. D'accord. Bon, peut-être fringale, j'ai donné à manger. Mhm. Expliqué. Et puis, il y a des gens, il y a un couple qui sont venus le chercher. Et il donnait déjà l'impression de se connaître ou pas? On se connaît, oui. Jusqu'ici, le témoignage du patron du bar confirme les dires de Thérèse. Mais un détail va de nouveau faire douter les enquêteurs. L'attitude du couple d'agresseurs présumés. Pas d'agressivité, on s'est levé et parti avec eux. D'accord. Directement, sans faire de foin ou pas d'esclandre. Ainsi, selon le gérant, Thérèse, sans 1 euro en poche, n'aurait pas été enlevée de force. Elle aurait suivi bien tranquillement les présumés tortionnaires, tout le contraire de ce que prétend la victime. Le patron se serait-il laissé berner par l'apparente décontraction du couple? Ou bien la retraitée aurait-elle menti, contrairement à ce que pense le psychiatre qui l'a examiné? Bah écoutez, merci. Et puis à une prochaine. Au revoir. Les enquêteurs se sentent un peu perdus, et vous allez voir qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Les heures qui suivent vont encore un peu plus semer le trouble dans l'esprit des gendarmes. À commencer par un détail qui va revenir à la mémoire de Jérémy. En rentrant à la gendarmerie, il se souvient soudain que l'adresse du couple à laquelle la victime a été retrouvée ne lui est pas inconnue. Là, c'est toutes les archives de la communauté de brigade pour 2011 et 2012. Et il remet la main sur un rapport de police déjà ancien, pour le moins troublant. Donc c'était une dame qui s'était présentée au commissariat de police de Compiègne et qui leur avait également déclaré avoir été victime de séquestration au domicile de... Donc c'est les mêmes individus mis en cause. Seulement voilà, il y a un problème. Comme le prouve ce document, l'affaire a été classée sans suite, notamment parce que la plaignante, soi-disant séquestrée, était victime d'un délire de persécution. Son témoignage est donc inexploitable. L'aurait-on classé trop précipitamment? Jérémy se recentre sur l'histoire de Thérèse. Il va demander au gendarme qui a enregistré sa plainte s'il n'a rien remarqué au moment de la déposition de la retraitée. Et son collègue, au détour de la conversation, va lui donner une information à laquelle notre enquêteur ne s'attend nullement. Tu te souviens la petite dame là, qui s'était présentée à l'accueil, qui disait avoir été victime de séquestration? Elle, je l'ai entendue après une audition assez longue, ouais, elle m'expliquait pas mal de choses. Tu veux savoir quoi exactement? En invitant son collègue dans son bureau, Jérémy apprend un détail qui va le laisser perplexe. Le gendarme qui a reçu Thérèse lors de son dépôt de plainte se souvient qu'il avait déjà rencontré une fois la retraitée. C'était justement au domicile du couple qu'elle accuse de l'avoir séquestrée. Il s'était alors déplacé pour mettre un terme à un tapage nocturne au domicile du couple. Et, dit-il, Thérèse était là, avec eux. Seulement voilà, rien dans son attitude n'a laissé penser aux gendarmes, à l'époque, que Thérèse pouvait être séquestrée. J'avais été appelé lors d'un tapage. Parce que elle... Et j'étais surpris de voir qu'il y avait une personne assez âgée avec lui. Ouais. Et j'ai cru au départ que c'était quelqu'un de la famille. Toi, tu l'avais vu? Moi, je l'ai vu. Ah d'accord. Ouais. Et j'en ai pas fait plus de cas que ça. Bon, ça sentait pas forcément très bon dans l'habitation, donc on n'est pas rentré. J'ai relevé le tapage par contre. Hein. C'est pour ça que je m'en souviens, c'est que je l'ai relevé. Pour JR, le collègue de Jérémy, les choses semblaient claires. Thérèse vivait tranquillement sa retraite chez un couple, et voilà tout.
Rien d'inquiétant en apparence. Je lui ai demandé si elle avait été témoin de violence ou autre. Elle me dit non, j'ai pas été témoin de violence de quoi que ce soit. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle me dit ça va. Elle m'a pas regardé en me faisant comprendre qu'elle était en danger, qu'il y avait quoi que ce soit. Moi je l'ai pas ressenti. Autrement je lui aurais demandé de venir puis on en aurait discuté. Pour moi tout allait bien. Hein. Pour moi ils étaient ensemble tous les trois, voilà, des amis ou ils faisaient partie de la famille. En clair, selon JR, le gendarme qui vient de tout raconter à Jérémy, la vieille dame était apparemment consentante pour vivre chez le couple. Un couple qui semblait la considérer comme une amie de la famille. Mais peut-être la tranquillité de la victime était-elle feinte. Pour y voir plus clair, Jérémy récapitule les éléments dont il dispose. D'abord le témoignage du patron de bar qui pense que la vieille dame n'a pas été enlevée. Ensuite, une plainte étrangement similaire d'une femme qui accusait le couple de séquestration. Plainte classée sans suite parce que la femme a été déclarée folle. Enfin, le souvenir d'un gendarme qui se rappelle Thérèse vivant chez ces deux personnes et qui ne semblait absolument pas en danger. Le dossier est troublant, mais il est faible. Jérémy n'a pas assez de preuves pour interpeller le couple. Il risque de devoir classer le dossier sans suite. Il est alors à 1000 lieues de se douter qu'un événement imprévu va relancer toute l'affaire. Quelques jours plus tard, à la gendarmerie de Choisy-au-Bac, les enquêteurs viennent de recevoir un signalement déterminant pour l'affaire en cours. Jérémy ? Oui. Ton bureau ? Dis, je viens d'avoir le capitaine. Il m'a donné un transmis. Un transmis, c'est une demande d'enquête du parquet à la gendarmerie. Une bénévole des Restos du Cœur aurait signalé à la justice un autre cas de séquestration. Dedans, on parle de fait de séquestration, c'est pour ça que je pense à toi que je te le ramène. Et puis ouais, c'est pareil, c'est Restos du Cœur aussi. C'est au même endroit, hein. Ouais, c'est vrai, camion du c'est la même chose en fait. Ça. Une deuxième victime, j'ai pas ce qu'on va te dire. C'est ça. C'est donc le même couple qui est accusé. Le couple chez qui Thérèse, la première victime, affirme depuis le début avoir été maltraitée. Ce témoignage bouscule radicalement la donne. D'abord, il est maintenant quasi certain que Thérèse, la première victime, disait vrai. Ensuite, le couple n'aurait pas agressé une, mais deux personnes vulnérables. Voire trois, si l'on inclut la première victime qui avait été déclarée folle et dont on ne peut exploiter le témoignage. L'affaire vient donc de prendre une toute autre tournure. Les enquêteurs commencent à se demander s'ils n'ont pas affaire à un couple diabolique qui séquestrerait en série des femmes vulnérables. Jérémy doit s'absenter. Il transmet la responsabilité de l'enquête à David qui connaît bien le dossier, lui-même épaulé par un nouveau coéquipier, Mathieu. On continue ton dossier, tu me le laisseras. Et puis je brancherai Mathieu là-dessus et puis on... T'es au courant plus de... Ouais, non, puis tu reprendras quand tu rentreras tranquillement, quoi. D'accord ? Hop. Et reviens vite, hein, de vacances. Quelques jours plus tard, Mathieu, le nouvel enquêteur, reprend donc cette curieuse affaire de séquestration. Dans ce type d'enquête, le gendarme doit accumuler le maximum de témoignages avant de procéder à toute interpellation. Non seulement parce qu'il faut avoir confirmation des faits, mais aussi parce que, pour les enquêteurs, il faut avoir des billes avant d'interroger un suspect. Autrement dit, il est déterminant d'avoir un dossier étayé. Aujourd'hui, Mathieu auditionne d'abord la femme à l'origine du dernier signalement. C'est une bénévole des Restos du Cœur. Monsieur, bonjour. Si cette femme a spontanément alerté la justice, c'est qu'elle a assisté à une scène édifiante qui, vous allez le voir, va confirmer les enquêteurs dans l'idée qu'ils auraient bien affaire à un couple maléfique. C'est à cette bénévole des Restos du Cœur qu'une femme de 38 ans s'est confiée. Une personne que nous appellerons Martine, une femme vulnérable, sous tutelle, comme Thérèse. J'ai fait connaissance de Madame Oui. Dans le cadre du bénévolat que je fais au Camion du Cœur à Compiègne. La distribution des repas avait commencé. Elle s'est présentée sous le Barnum. Moi, je l'ai invitée à aller s'asseoir. Il n'y avait plus de place, sauf à une table où il y avait le monsieur qui se nomme
et sa femme. Et c'est là qu'elle a refusé en se mettant à parler très fort, en prenant tout le monde à témoin, en disant non, je ne veux pas m'asseoir à côté d'eux, j'en ai marre de cela. Ce matin, ils sont encore venus chez moi pour me réclamer l'argent que je reçois de ma tutrice. D'accord. Donc c'est ça qui... C'est déjà ça qui vous a inquiété oui. Immédiatement, d'accord. Comme dans la plainte de Thérèse, la première victime, le couple soutirerait de l'argent à Martine en la menaçant physiquement. Le fameux s'est levé, je l'ai entendu lui proférer des menaces en lui disant « ferme-la parce que ma femme sinon elle va t'en foutre une ». Donc elle s'est mise à brailler « oui, il recommence ». Donc je lui ai dit « monsieur, je connais pas les histoires que vous avez entre vous, mais vous n'avez pas à lui proférer des menaces, allez vous asseoir ». Pire, selon la bénévole, Martine aurait subi des violences sexuelles. Après que c'est devenu encore plus inquiétant parce que là, elle s'est mise à dire « c'est comme quand je vais chez lui et qu'il m'empêche de sortir, je serais un homme, il ne ferait pas ce qu'il me fait. » D'après vous, qu'est-ce qu'elle entendait par des choses qui ne feraient pas un homme? Pour vous, vous l'avez pris comment? Mais comme des attouchements. D'accord. Donc là, j'ai trouvé que la déclaration prenait une tournure encore plus inquiétante par rapport à ce qu'elle pouvait craindre de ce monsieur. Face à ce témoignage inquiétant, la bénévole aurait alors conseillé à Martine de parler. Moi, je lui ai dit, mais allez porter plainte, non, je veux pas. Alors, d'après vous, pour quelle raison elle voulait pas le faire? Elle l'a pas exprimé, mais moi je pense que vu l'intimidation qui est apparue très vite de la part de ce monsieur-là, voilà, elle avait peur, mais... Pour les gendarmes, l'affaire prend de l'ampleur. Menaces, violences, raquettes, peut-être même abus sexuels. L'affaire est grave, beaucoup plus grave que ce que les enquêteurs imaginaient. Si jamais vous avez quoi que ce soit par la suite, pas hésiter à nous... Même du titre d'information, juste si jamais vous avez un élément quelconque qui vous revient. Okay. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À ce stade de l'enquête, les gendarmes se retrouvent donc avec au moins 2 victimes présumées. Thérèse, 64 ans, et Martine, 38 ans. 2 profils étrangement similaires malgré la différence d'âge. Des femmes vulnérables, placées sous tutelle ou sous curatelle. Du jamais vu dans cette brigade. C'est exceptionnel. En niveau brigade, c'est exceptionnel. Maintenant, avec des gens psychologiquement faibles, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Mais des faits de séquestration, non, on n'a pas à notre connaissance. C'est parfait, je vais noter ça. Mercredi 10h. Mercredi 10h, donc 2 auditions. Il s'agit maintenant d'entendre plus vite Martine, la seconde victime dont a parlé la bénévole des Restos du Cœur. Une audition cruciale. C'est elle qui permettra de répondre aux questions des enquêteurs. Est-ce que oui ou non, un couple dirigé par un homme brutal agresse en série des personnes vulnérables? C'est un tournant de l'enquête. Désormais, tout dépend du témoignage de Martine, la seconde victime présumée. L'adjudant est tendu. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui va mener cet interrogatoire crucial. Le gendarme connaît déjà Martine. Il s'est rendu une fois au domicile de cette femme fragile d'un milieu défavorisé qui a du mal à s'exprimer. Il espère pouvoir la mettre en confiance. Là-bas, à la forme? Avec moi? Je vais doucement, je vais pas te perdre. Tu rentres et tu t'assois là, s'il te plaît? Le gendarme va donc se servir de cette histoire ancienne pour mettre à l'aise la victime présumée. Est-ce que tu as une pièce d'identité sur toi? Tu peux me la donner? Bon, je te reproche rien, moi, déjà. Sois pas inquiète, d'accord? C'est pas une connerie. Non, c'est pas une connerie. Si ça serait une connerie, on serait venu te chercher. Tu le sais. L'audition sera difficile, car Martine a partagé l'avis du suspect. Un homme qui lui ferait subir des violences aujourd'hui. Puis tu fais pas de conneries, toi? Si. Ah, c'est qui celui-là? Moi, je veux te parler de justement. Mais c'est peut-être toi qui fait des conneries. C'est peut-être lui qui en fait, non? On a déjà dit de pas rencontrer sur lui les conneries. Avant de témoigner, Martine dit avoir reçu des menaces. Hier, j'étais chez lui, il m'a dit je le saurais.
Il savait que tu venais ici Bah oui, j'étais chez lui. Il était énervé. Qu'est-ce que tu faisais chez lui? J'ai dormi une nuit. T'as dormi chez lui? Oui. T'as dormi où chez Dans la cuisine. Je trouvais des coussins, des machins. Par terre. Des coussins par terre. Le détail n'est pas anodin. Il est immédiatement relevé par l'enquêteur. Car souvenez-vous, Thérèse, la première victime, dit aussi avoir dormi sur des coussins par terre dans la cuisine. Une curieuse similitude, et ce n'est pas la seule. Et toi, c'est déjà arrivé que tu sois enfermé dans l'appartement? Avant, on sortait avec lui, mais on est à Paris. Avant, quand je sortais avec lui et qu'il allait à Paris? Ouais. C'est le tournant de l'audition. Le moment tant attendu. Le gendarme espère un deuxième témoignage qui prouve la séquestration. Quand il allait à Paris, toi, tu étais dans l'appartement fermé à clé et t'avais pas les clés, tu pouvais pas sortir. C'est bien ça? Quand il allait à Paris, puis tu me dis qu'il te laissait dans l'appartement, il fermait à clé, il partait avec les clés. Je crois oui. Tu pouvais pas sortir, toi. Je m'en rappelle plus, mais... Et tu dis, il m'enfermait quand il allait à Paris. Ouais. Tu pouvais pas sortir alors, si c'est fermé à clé. Si tu me dis que t'es au 5e étage, tu vas pas sortir par la fenêtre. Mais non. T'étais enfermé. Mais brusquement, tout s'effondre. Martine fait machine arrière. Si, quand il essaie de doubler clé, on le promet le chien. Ah, c'est plus pareil. Martine avait-elle oublié ce détail? Ou revient-elle sur ce qu'elle vient de dire par peur des représailles? Pour l'adjudant, les accusations de séquestration disparaissent. Celles de vol également. Pour les sous, là... Hein? Madame, elle voulait de l'argent, même pas compris, là. L'audition de Martine est décevante. Pas de quoi établir une séquestration pour vol. David tente donc une nouvelle stratégie. Il lui soumet sa propre analyse, espérant la faire parler. Moi, je crois, alors écoute bien, moi, ce que je crois, c'est qu'il fait venir des gens chez lui, là, il leur pique leur argent, puis après, il leur dit de dégager. T'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est idiot, ce que je dis? Non, c'est vrai. C'est peut-être vrai, ça, hein? Je crois que c'est ce qu'il fait, moi. Est-ce que c'est bien? Non. Si c'est pas bien, faut que ça continue ou pas? Qu'il arrête. Ben voilà, ben le but, il va être là. Faut qu'il arrête ses conneries. Toi, moins tu lui en parleras de ça, mieux tu te porteras, parce qu'il va se faire quoi? Il va se mettre en colère. Et puis qu'est-ce qu'il se fait quand il est en colère? Il fait quoi quand il est en colère? Ouais, et il fait quoi quand il est énervé? Le gendarme s'accroche à un dernier détail. La violence présumée du suspect. Vas-y, dis-moi. N'aie pas peur, hein. Eh, Il donne des coups. il donne des coups à qui? Pas moi, je le prends pas. Ouais. Mais quand il est énervé, il rigole pas. Tu sais faire des autographes? Je vais te faire relire tout ça. Tu sais lire? Si, c'est libre. Ouais, ok. L'adjudant est déçu. Il ne peut pas étoffer son dossier. Je te raccompagne? À gauche. À gauche, l'autre gauche. Retour à la case départ pour David. Les gendarmes ne pourront pas se servir du témoignage de Martine. Par peur ou par sincérité, elle épargne son ex-compagnon. Et comme dans le cas de la troisième victime, celle qui a été déclarée folle, impossible de poursuivre le couple pour des maltraitances en série. Désormais, il n'y a donc plus qu'une seule victime présumée, Thérèse. Elle dit qu'elle est victime de rien, quoi, mais elle relate d'autres faits. Comme par hasard, lui, il est venu la voir hier. Il est au courant. Il est au courant. Donc, il prépare le terrain, il est venu la voir hier. Donc, il faudra le prendre en compte quand on l'aura, quoi. Les gendarmes sont dans l'impasse. Si le couple est placé en garde à vue, il risque de sortir libre, faute de preuves. Si lui est prêt pour sa garde à vue, je préfère que nous, on soit prêts aussi. Le gendarme va donc devoir relancer l'enquête et trouver d'autres témoignages pour muscler son dossier. Pour cela, les enquêteurs vont s'intéresser d'un peu plus près au profil du suspect et de sa compagne. On va voir s'il a des antécédents, quelque chose. D'accord. Le couple a-t-il un passé judiciaire? Pour le savoir, les enquêteurs vont se servir d'un outil capital dans toute enquête. Donc, on va aller voir au otage, voir un peu ce qu'il a. Et puis, on verra aussi la conjointe.
Le TAJ, c'est le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il croise depuis quelques mois les informations de la police et de la gendarmerie concernant les personnes mises en cause. Un outil informatique qui va s'avérer très instructif, le suspect étant déjà inscrit dans le fichier. Vol, violence, vol simple, vol effraction, agression sexuelle, exhibition sexuelle, agression sexuelle, incendie volontaire, harcèlement sexuel, violence aggravée, filouterie de taxi, vol radin à l'étalage, vol. Ouais, donc il est vraiment bien connu. Ouais, on parle pas de police, gendarmerie. Bon, maintenant il a été mis en cause, on ne sait pas s'il y a des condamnations. Désormais, les gendarmes ont mis un visage sur un nom. Un multirécidiviste qui pourrait correspondre aux violences dont on l'accuse. Psychologiquement, il est relativement instable. Et puis là, nous, on découvre une facette qu'on ne lui connaissait pas, la violence, quoi. La violence et puis les infractions à caractère sexuel. Alors, quand on parle de séquestration, on peut craindre le pire, quoi. La compagne du suspect est également connue du fichier pour un vol à l'étalage. Le passé judiciaire du couple n'est pas anodin, mais il est loin d'être suffisant pour prouver qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Les preuves de leur implication éventuelle manquent toujours cruellement, pour le moment. Choisi au bac, dans l'Oise, ce matin-là. Ça va, Jérémy? Ça va, Mathieu? Ça va. Allez, retour de vacances. Bah ouais, ça y est. Après quelques jours de congé, Jérémy se replonge au cœur de l'enquête. Il décide d'explorer la vie privée du couple. Et cela commence par une simple enquête de voisinage. Que savent leurs voisins? Afin de mieux connaître l'intimité du couple, les enquêteurs convoquent le gardien de l'immeuble. Bonjour, vous me suivez? Comment allez-vous? Et ils ne le savent pas encore, mais c'est cette audition qui va relancer l'enquête. C'est où? Donc depuis combien de temps êtes-vous gardien là-bas? 22 ans. Est-ce que vous savez depuis combien de temps monsieur était à... Peut-être 5 ans, à peu près. D'accord. Combien de personnes vivent chez monsieur? Tant que ça. Dans un magasin. Le gardien de l'immeuble énumère alors une étrange liste de résidents hébergés par le couple. J'ai connu un gars, un grand, avec des longs cheveux. Bon, lui, il y a eu des problèmes parce que soi-disant, il était un pédophile. Bon. Il y a eu une femme, une grande aussi. Alors là, elle marchait avec des grandes bottes, on avait une sorcière, elle avait des longs cheveux noirs. Tout. Après, il y a eu là, au mois de février, une petite vieille. Au mois de février, là? Ouais, février, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Quel âge vous l'auriez donné? Oh, sa figure, j'aurais bien donné plus de 60 ans. Une dame de 60 ans, Mathieu fait immédiatement le rapprochement avec Thérèse, 64 ans, la première victime présumée de l'enquête. Pour quelle raison pensez-vous qu'il y a autant de passages? Pour moi, personnellement, ça correspond à un profit. Quand vous dites un profit, donc un profit c'est de l'argent, c'est est-ce que vous pensez qu'il obtient des faveurs sexuelles? Moi, pour moi, personnellement, ça se fait de l'argent. D'accord. Voilà. Des soupçons d'escroquerie. Pour les gendarmes, c'est un point intéressant qui correspond aux plaintes enregistrées. Reste le plus grave, les violences qu'auraient subies les femmes dans l'entourage du suspect. Comment elles sont traitées? Comment elles vivent avec lui? Déjà, sa copine, bon, je vois qu'elle a une crainte sur lui. Je vois aussi qu'elle... Oh, bah, une fois, il a foutu une volée, là. Une fois, j'ai dit, tata, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu vois, il m'a tapé dessus. Hein? Vous pensez qu'il est dangereux? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Le témoin a décrit un homme très brutal. Il a aussi, et surtout, confirmé la présence de Thérèse, une des victimes, sous le toit du couple durant plusieurs mois. Je vous accompagne ici. Il y a quoi que ce soit qui pourrait être important. Voilà. Mais je vous dis, l'important, c'est de ne pas éveiller les soupçons, non. Les gendarmes demandent aux gardiens de se taire. Ils ne veulent surtout pas alerter le suspect. D'autant qu'ils ont l'intention de se rendre sur place dès le lendemain pour recueillir de nouveaux témoignages. Jérémy et Mathieu en sont persuadés. C'est dans l'immeuble où vit le couple à 10 km de Compiègne qu'ils auront le plus de chances de trouver de nouveaux éléments. L'enquête de voisinage commence. Afin de ne pas éveiller les soupçons,
nous filmons en caméra cachée. Monsieur. Cet homme habite juste en dessous de l'appartement du couple d'agresseurs présumés. Et voici ce qu'il déclare. Il y a toujours des cris. Des cris de... C'est lui qui crie. Lui, on entend sa grosse voix, oui. Sa femme, de temps en temps. Ça fait 5 ans, 5-6 ans que je vis ici. Ça fait 5-6 ans que je vis avec le bruit du dessus. Donc, mon ancien voisin du dessous, il a déménagé parce qu'il l'entendait. Alors, vous imaginez ce que moi j'endure depuis 6 ans, si lui, il arrive à l'entendre. Des cris entendus dans l'appartement des suspects par les voisins. Les gendarmes intrigués vont interroger maintenant la voisine de palier, une jeune mère de famille. Bonjour madame, la gendarmerie de Choisy-au-Bac. Oui. Est-ce qu'on peut vous voir 2 petites minutes? Oui. On peut rentrer? Oui. Pour une enquête de voisinage. Jérémy et Mathieu veulent à présent avoir une confirmation de la présence de Thérèse, la première victime au domicile du couple. Est-ce que entre février et avril de cette année, vous l'avez rencontrée dans le couloir ou à l'extérieur en présence d'une personne âgée? Je sais qu'il y a une période où il y avait une vieille dame, effectivement, qui était avec eux. Toujours tout le temps avec elle? Jamais, Jamais seule? Non, j'ai jamais vu seule. Après, moi, il y a eu tellement de monde ici. La voisine confirme la déposition du gardien d'immeuble. Thérèse, la retraitée de 64 ans, a bien vécu ici. Quand vous dites qu'il ramène beaucoup de monde... Je sais qu'il y a eu pas mal... pendant un temps, il y avait une dame qui me faisait très peur, qui était très très bizarre. Qui avait peut-être, je peux pas vous dire l'âge, mais 45 ans, des cheveux très longs noirs. Des bottes. Ouais, et qui parlait tout le temps, Elle me faisait peur en fait. Mais j'ai appris qu'il avait ramené une fois un monsieur qui sortait de prison, qui était pédophile. Donc il nous avait ramené là. C'est pour ça que je vous dis, quand je le vois, franchement, je l'évite parce que j'ai 2 enfants et... Oui, il ramène, pour vous, il ramène pas du beau monde à la maison? Non. Des cris en permanence, d'étranges individus, la présence confirmée de la victime sur place. Ces témoignages vont tous dans le même sens. Ici vit bien un couple, déjà connu des services de police, qui aurait très bien pu séquestrer une vieille dame et la maltraiter. Les enquêteurs en savent suffisamment pour passer à la vitesse supérieure. Là, maintenant, on est arrivé au bout de nos investigations. Et, la prochaine étape, c'est la garde à vue et donc, par conséquent, l'interpellation du mis en cause. L'enquête aura duré 3 mois. 3 mois pour recueillir les témoignages et justifier une interpellation et une perquisition. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais cette perquisition va s'avérer encore plus fructueuse qu'ils ne l'imaginaient. Quelques jours plus tard, les gendarmes sont sur le pied de guerre. Comme l'arrestation du suspect risque d'être mouvementée, ils ont demandé le renfort d'une brigade d'élite, le PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie. Des hommes habitués aux situations dangereuses et délicates qui seront en première ligne afin d'éviter tout dérapage. Lors du briefing, les enquêteurs transmettent à leurs collègues chargés de l'intervention les détails nécessaires pour l'interpellation. Dans l'habitation, dans l'appartement, il y aura qui? Il y aura le couple et il y a des animaux. D'accord. Donc un chien, sûr, et éventuellement un ou plusieurs chats. Les chats, ça devrait aller. Allez, tout à l'heure. Tout est désormais fin prêt. « 5h30 du matin, le jour J. La nuit a été brève. On prépare l'interpellation du couple et la perquisition de leur appartement qui permettra peut-être de mettre la main sur des éléments prouvant une séquestration. Et c'est parti. « 6h, l'heure légale. Dans le silence, les forces de l'ordre pénètrent dans l'immeuble. Gendarmerie, entrez, monsieur. Afin d'éviter que le chien ne les attaque, les hommes de l'unité spéciale de la gendarmerie sont équipés d'un taser, un pistolet à impulsion électrique. Et le méchant chien, vous l'isolez votre chien. Fais gaffe au chien. Bougez pas. Venez ici, vous venez là. Le chien est rapidement mis à l'écart.
C'est bon. Vous êtes madame? Vous appelez comment? Moi je voulais te voir. Oui, c'est ça. Non mais on va en discuter. Calmez-vous. Le suspect interpellé au saut du lit ne comprend visiblement pas ce qui se passe. David lui notifie ses droits. Bon, comme tu as vu, on est venus nombreux chez toi. Ouais, mais je D'accord. te demande ce qui se passe. Alors, donc moi, je viens de passer en garde à vue ce matin pour des faits de séquestration, de vol aggravé, violence aggravée. D'accord? Donc tu es placé en garde à vue pour 24 heures. Ça peut être renouvelé pendant 24 heures. Moi, j'ai un dossier, j'ai besoin que tu t'expliques. Toi, dans le cadre de ta garde à vue, tu as le droit de demander à voir un médecin. On va là à côté. Tu veux voir un docteur ou pas? Oui. Oui. Avant de s'entretenir avec la suspecte, Jérémy découvre la cuisine. La pièce n'a visiblement pas été nettoyée depuis des semaines. La vaisselle s'entasse, les murs sont sales. Par terre, il y a des excréments d'animaux. Mais ce n'est pas la saleté de la pièce qui intéresse Jérémy. Donc là, je prends un peu des photos pour matérialiser la scène d'infraction, puisque apparemment notre victime disait dormir dans la cuisine à même le sol. Thérèse, 64 ans, aurait donc dormi ici, entre la litière et les déjections animales. Le gendarme fait venir la suspecte. Vous êtes placé également en garde à vue pour des faits de séquestration, violence aggravée et vol. Sur quoi? On en reviendra dans le détail à la brigade. Est-ce que vous prenez un traitement médical? Moi, il n'y a que du Céresta. De toute façon, on va vous faire examiner par un médecin également. Hein. Oui. ça- Non, c'est prévu. Nous, on va le faire d'office. La compagne du suspect est sous traitement anxiolytique. Elle sera examinée par un médecin, son compagnon aussi. Les enquêteurs doivent être sûrs qu'ils sont en état de subir 24 heures de garde à vue. Attention, donc ça. Ouais, bah, c'est la grande, là. Viens. T'en as combien de chats comme ça? J'en ai 13. 13 chats. Non, 10. Pardon. 10. Il y en a 4 au-dessus là, qui me surveillent. Oui. Il y en a combien là-dedans? Il y en a au moins 5 qui vous surveillent et il y en a un qui est caché là. 10 chats dans un appartement exigu. Une odeur fétide règne dans les pièces. Vous ouvrez pas un peu les fenêtres de temps en temps? Mais on fait attention qu'ils tombent pas par terre. Ah ouais. Ah oui, oui. Pour la je sécurité. comprends, oui. Je comprends, c'est une question de sécurité, oui, tout à fait. Pour les chats. Dans le salon, les gendarmes découvrent une pièce à conviction importante. C'est déjà qu'il y a un jeu de fléchettes sur le mur. Un jeu de fléchettes. Cela pourrait confirmer la déposition de Thérèse. La retraitée avait affirmé que l'homme lui enfonçait des fléchettes dans les cuisses. Et ce n'est pas tout. En perquisitionnant l'appartement, Jérémy va faire une découverte incroyable. Ouais, bon. Là, je cherche éventuellement du courrier au nom de la victime. Hein. Ça pourrait être intéressant. C'est quoi? Parce qu'elle aurait vécu aussi plusieurs mois. Ah, bah tiens. Des lettres au nom de Thérèse, qui affirme avoir été enfermée ici contre son gré. Pour la première fois, le sous-officier vient de mettre la main sur une preuve matérielle de la présence de la victime au domicile du couple. Enfin, en inspectant l'appartement dans le détail, les enquêteurs tombent sur d'autres indices qui révèlent la brutalité du suspect. C'est quoi tous ces trous dans la porte là? C'est quoi tout ça là? C'est pas le voisin, c'est pas les voisins ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah mais il y a longtemps ça, c'est il y a un an et demi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as fait ça? T'as pété un fusible? Bah dis donc là, c'est pareil, c'était quoi ce bordel là? La porte là? Ah, ça, c'est. Ah ouais, c'est. T'as fait quoi avec ça? T'as tout défoncé? Ça t'arrive souvent de t'énerver comme ça? Ça arrive. Ouais, ça arrive, je crois. Un suspect manifestement violent. Un jeu de fléchettes comme celui qu'a décrit Thérèse. Du courrier adressé à son nom, les pièces à conviction s'accumulent. Les gendarmes emmènent le couple séparément pour qu'ils ne communiquent pas. Sa compagne quitte l'appartement encadré par une seconde équipe.
Pour Jérémy, la pression retombe. La perquisition lui a fourni des éléments inespérés. 100 000. De son côté, l'adjudant a aussi le sourire aux lèvres. Il a eu peur que le suspect hyper tendu ne s'évanouisse durant l'interpellation. J'ai quand même eu un peu peur qu'il fasse une syncope. Quand on est rentré, il était pas préparé à ça. Non, c'est vrai qu'il a pris un petit peu... Ben, c'est pas plus mal parce qu'il a finalement l'impact psychologique de l'interpellation, il l'a prise. Et on va pouvoir s'en servir. Niveau conditions, il est pas mal. Et dans quelques instants, sur vous allez voir comment les enquêteurs vont réussir à faire craquer l'homme que Thérèse désigne comme étant son bourreau. Vous découvrirez également que son audition ne va pas du tout se passer comme prévu. Pour Jérémy, la pression retombe. La perquisition lui a fourni des éléments inespérés. 100 000. De son côté, l'adjudant a aussi le sourire aux lèvres. Il a eu peur que le suspect hyper tendu ne s'évanouisse durant l'interpellation. J'ai quand même eu un peu peur qu'il fasse une syncope. Quand on est rentré, il était pas préparé à ça. Non, c'est vrai qu'il a pris un petit peu... Ben, c'est pas plus mal parce qu'il a finalement l'impact psychologique de l'interpellation, il l'a prise. Et on va pouvoir s'en servir. Niveau conditions, il est pas mal. Le temps est compté. Comme l'exige la loi, David téléphone à l'avocat commis d'office. L'audition ne peut commencer qu'en sa présence. Oui, bonjour, la brigade de Choisy-au-Bac. Je suis bien sur le portable de l'avocat de permanence. Le suspect est encore choqué. L'adjudant tente de le mettre en confiance. T'inquiète pas. Bon. Mais non, on va pas te frapper. Toi, tu vas pas nous frapper non plus? Non? Bah, on va te détacher. D'accord? On va partir dans de bonnes conditions. La suspecte, elle, a refusé l'assistance d'un avocat. Elle ne semble pas réaliser la gravité de la situation. On va juste faire les empreintes et les photos, comme ça ce sera fait. D'accord. D'accord? Tu vas te mettre là, face à moi. Le dos contre le mur, face à moi. Oui. Hop, tu me regardes, les bras le long du corps. Les photos. M'occupe pas ça. Oh, Oui. c'est bon pour les photos. Comme le veut la procédure, Jérémy prend ses empreintes digitales et réalise un prélèvement ADN. Une obligation dans les affaires criminelles. Or, la séquestration est considérée comme un crime, aux yeux de la loi. Vas-y, ferme la bouche. De son côté, avant son audition, l'homme est pris de curieux tremblements. On ça te fait que tu es... T'es quoi? Tremblant comme ça? Bah, je sais pas. T'as peut-être des choses à te reprocher? Comment? T'as peut-être des choses à te reprocher? Bah, certains trucs, bon, d'oublier, n'ai pas peur de dire, voilà, il y a certains trucs. Quand si j'ai des faits, parce que c'est qu'il y avait, bon... En parlant poliment, c'est qu'il y avait des raisons. D'accord. Mais bon, voilà, parce que bon, cette dame-là, quand vous... Voilà. C'est une chose, il y a peut-être d'autres choses. Hein. Maintenant, on va en parler tranquillement tout à l'heure, mais je vais attendre que l'avocat soit là. Tu as demandé à ce qu'il y ait un avocat, on va attendre que l'avocat soit là. Et puis on en parlera quand il sera là, d'accord? Contre toute attente, le suspect à qui on ne demande rien se lance alors dans un début d'explication sur une éventuelle séquestration. Mais par contre, c'est vrai que bon, les trucs que vous avez... quand je partais en course, c'est vrai qu'on fermait la porte. Pour éviter aussi... voilà. David et son collègue écoutent attentivement. Mais ils ne peuvent pas enregistrer la moindre déclaration. Pour le moment. Non, bah écoute, voilà. on en parlera tout à l'heure. On va attendre que ton avocat soit là, parce qu'on va pas... On a demandé à ce qu'il vienne. On va pas t'interroger avant qu'il soit là. Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque avec le suspect, qui souffre de troubles de l'anxiété. Ils le transfèrent à l'hôpital. Son état de santé doit être compatible avec sa garde à vue. Ça fait partie des droits d'un garde à vue. Et ça permet de constater dans quel état il est quand il arrive dans nos locaux. Ce rendez-vous avec un médecin permet au suspect, sous anxiolytique, de renouveler son traitement médicamenteux. Bah écoutez, merci docteur. Hop. Diagnostic, le suspect est en bonne santé, à un détail près. Il doit prendre comme sa compagne des calmants durant l'interrogatoire.
ce que lui prescrit le médecin afin que tout se passe bien. Jérémy et son collègue emmènent à leur tour la suspecte à l'hôpital. On n'est pas venu vous chercher par hasard ce matin. C'est qu'on nous a rapporté des choses et que vous êtes mis en cause dans des faits de séquestration, violence et un vol. On vient pas chercher, tiens, on va l'embêter monsieur et madame aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'est pas séquestrés déjà. Non, mais c'est pas par rapport au fait que tu sois, toi, séquestré. C'est qu'il y a une personne qui a été séquestrée chez vous. Sinon, tu serais pas avec nous. Ouais, mais enfin, c'est vraiment des bobards aussi, quand même. La femme nie en bloc toute séquestration. Mais en même temps, elle donne sans le faire exprès des indices sur la violence de son compagnon. Je fais quand même attention à ma tête. Attention à votre tête. Oui, oui. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, quand il est furax, il tape. Ah. La suspecte serait elle-même victime de son compagnon? Les enquêteurs l'encouragent à se confier. Tu nous raconteras ça après. On en parlera tout à l'heure. Mais il vaut mieux pas qu'il le sache quand même parce que... Non, mais ce que tu vas nous dire aujourd'hui, on n'ira pas lui dire. J'ai envie de dire, s'il y a une journée où tu dois parler, c'est aujourd'hui. D'accord? Arrivé à l'hôpital, Jérémy s'est fait sa petite idée sur le mode de fonctionnement du couple. On va pas avoir besoin de tirer les verres du nez, ça confirmait ce que je pensais, qu'elle aussi elle prend des coups. Peut-être le monde se livrait pour elle et puis peut-être que ça la soulagera et puis ça fera avancer un peu l'enquête. Un quart d'heure plus tard, le médecin donne les résultats. Aucun problème non plus pour que cette femme subisse un interrogatoire. Son état est compatible avec la garde à vue. C'est un bon point pour la suite. Encore merci. On y va, madame, au revoir. La suspecte repart encadrée par les militaires. Son audition va être déterminante pour permettre aux gendarmes de boucler leur enquête. Au même moment, à la brigade, l'avocate du suspect arrive. L'audition s'annonce compliquée. L'homme se montre angoissé. Sois là où tu étais, s'il te plaît. Bon, maître. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Et on vous a préparé une chaise, maître, pour pouvoir vous asseoir. Merci. On va parler de ta situation professionnelle. Est-ce que tu exerces une activité professionnelle actuellement? Non. Est-ce que tu as des problèmes de santé particuliers? Je suis fort anxieux et à force que je suis fort anxieux, ça me déclenche des crises de pasmophilie. Est-ce que tu suis un traitement? Si oui, lequel? C'est Resto 50. Un suspect angoissé, qui ne va pas forcément se livrer très facilement. Les gendarmes vont devoir faire preuve de psychologie pour le faire parler. À quelques mètres de là, en revanche, comme prévu par les enquêteurs, la femme, elle, parle beaucoup. Tu veux en parler que tu étais victime de violence? Lui, il m'en donne, pas de problème. C'est pour ça que j'ai des bosses un peu partout à chaque fois. La dernière fois, il m'a tapé sur la tronche comme ça, il se rend même pas compte de sa force qu'il a. Une fois, j'ai voulu me barrer. Il a refermé la porte vite fait et puis... Il est comme ça, lui. La femme évoque des violences conjugales. Et surtout, ce qui intéresse le plus les gendarmes, elle affirme que le suspect la séquestre de temps en temps. Quand tu dis il m'enferme la porte aussi sec, c'est-à-dire qu'il t'empêche de sortir. Ah bah oui, quand j'ouvre la clé, hop, il embarque la clé. En attendant, après, il sait très bien que je peux pas sortir. Donc après, il me coince dans un coin et puis il me tape sur la gueule. Jérémy entre au bon moment. Tu veux que je te remplace? Dans un premier temps, derrière des questions anodines, les gendarmes tentent de savoir si Thérèse, la veuve qui dit avoir été séquestrée par le couple, a bel et bien été volée. Elle a été hébergée pendant au moins un mois, d'après ce que tu nous dis. Donc elle mangeait là-bas, elle utilisait la salle de bain, et en contrepartie, elle donnait quoi? Elle avait son argent.
Oui, avec son argent, mais Alors elle prenait par rapport à son argent? elle lui donnait de l'argent alors. Non. Mais quand c'est comme ça, il y a des moments où c'est qui rachetait de l'alimentation en même temps que nous. La compagne du suspect est formelle. Son compagnon ne volait pas la retraite de Thérèse. Mais qu'en est-il de l'accusation de séquestration? L'enquêteur revient sur ses premières déclarations. Son compagnon, selon elle, l'enfermerait régulièrement. Est-ce que tu es vraiment enfermé dans cet appartement? Bah, ça serait un peu plus ça, oui. Plus enfermé dans ton appartement Ah bah que oui. des disputes de couple? Ah bah oui, puisque de toute façon, je peux pas y aller tout seul. Hein. Et il faut toujours que Tu peux rien faire toute seule? derrière mes basques. Dans la pièce d'à côté, David questionne le suspect sur les rapports qu'il entretenait avec ses nombreux hôtes, pour savoir s'il leur extorquait de l'argent. Mais l'homme affirme qu'il ne réclamait pas un euro aux personnes qu'il hébergeait. Bon, c'est vrai que je reçois des gens qui sont plus ou moins dans la galère. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que tous les gens que j'ai hébergés, ils m'ont, pour le moment, ils m'ont jamais fait du mal. D'accord. C'est vrai que cette dame-là, bon, je sais plus de qui que je vais parler, il n'y a pas de problème. Elle restait pendant un mois, c'est moi, à manger. Bon, elle avait ses 40 euros. Forcez pas qu'elle achète ci, qu'elle achète ça. Elle avait ses 40 euros, parce qu'elle nous donnait 40 euros, et puis voilà. Elle a acheté des courses, moi j'ai acheté des courses, voilà. L'homme nie farouchement. Il n'a jamais volé personne, ni séquestré quiconque. David change alors de tactique et hausse le ton. Tu as bien compris le motif pour lequel je t'ai passé en garde à vue ce matin. Ouais. Séquestration, Voilà. vol aggravé, violence aggravée. Voilà. Qu'est-ce que tu as à me dire concernant et ses infractions? Il n'y a pas de problème de reconnaître de l'avoir enfermé chez moi, parce que je l'avais pris pour plusieurs reprises pour aller en cours, et elle marchait comme ça. Puis hop. Alors moi j'ai dit, mais tu te rends pas compte, tu viens avec nous, à chaque fois tu tombes. Si tu fais comme ça à chaque fois que nous on va en course, c'est pas possible, tu tombes devant les gens. Le suspect avance une explication peu crédible. Il aurait séquestré Thérèse pour son bien. Si je résume, en gros, tu es enfermé chez toi pour la protéger. Bah pour la protéger, pour éviter qu'elle tombe, déjà, oui. Ouais, c'est ce que tu veux Voilà, dire. T'es bien d'accord avec moi qu'elle était pas d'accord pour ça? Je suis d'accord avec vous, mon adjudant. Je t'ai passé en garde à vue pour séquestration, tu me dis oui, je l'ai enfermé. Ouais, ok. Mais moi j'ai aussi des problèmes de violence et de vol. Ouais. Bah moi, je veux dire, franchement, mon adjudant, je n'ai jamais volé son argent. Ouais. Et comme je dis, franchement, je ne l'ai jamais frappé. Pas un mot sur des vols ou sur des violences. Et une explication alambiquée pour justifier qu'il enfermait Thérèse. L'audition part mal. David est persuadé que le suspect prend des libertés avec la vérité. L'audition est suspendue. Les enquêteurs espèrent qu'un passage en cellule le fera réfléchir et changer d'attitude. On va faire une pause et puis on va reprendre cet après-midi. Mettre des observations. Non, pas d'observation et pas de questions. Est-ce que vous souhaitez revenir sur déclaration? Est-ce que vous les maintenez? Pour l'audition, il n'y a pas de problème. Si le suspect ne reconnaît aucune violence, ce n'est pas le point de vue de sa compagne. Elle garde un souvenir précis du passage de Thérèse au domicile du couple. Elle est restée combien de temps? C'était quand? Je ne veux pas dire de conneries, mais ça doit être 3 semaines, un mois qu'elle était ici. Où est-ce qu'elle dormait? Parce qu'elle habitait chez... Elle dormait dans la cuisine, sur des coussins, avec une couverture. La veuve de 64 ans dormait bien par terre dans la cuisine et la suspecte va faire d'autres révélations. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire, c'est à lui passer les jambes. D'accord. Il le faisait exprès? Ouais. Il s'amusait à lui pincer les jambes. Ah oui, lui passer. C'est vrai que la dernière fois, quand je l'ai vue, elle avait des bleus partout ici. Tout ici. Il a un jeu de fléchettes. Oui. Est-ce qu'il s'est déjà servi de ses fléchettes pour faire du mal ou Ah non. peut-être jouer avec... Non, justement, jouer aux fléchettes. Tu dis qu'il l'a pincé. Est-ce qu'il est faux pour rigoler, toc, il lui mettait un petit coup de fléchette ou... Non, à chaque fois, c'est passer les jambes. Donc là, tu manges, on te remet en cellule.
Et puis on va entendre cet après-midi, on a encore plein de questions à te poser. Après, essaie de te remémorer un petit peu ce qui s'est passé, être le plus précis possible. Il manque des choses encore dans ce que tu nous racontes. Les gendarmes marquent une pause. Ils n'ont qu'une journée pour faire parler le suspect et il reste encore de nombreux points à éclaircir. C'est chaud, hein. Faites du sport, hein, je crois. Pour le moment, en effet, l'homme refuse de reconnaître la moindre infraction. Mais les enquêteurs ont du mal à le croire. Oui, il me raconte sa belle histoire. Là. C'est le bon samaritain. Il dit que il est gentil, il recueille les gens qui ont des difficultés et puis il les aide. Sauf que les gens qui l'accueillent, il connaît exactement les revenus qu'ils ont. Quoi. Tu gagnes combien, toi? Je peux peut-être t'héberger quelques jours. Je t'offre le gîte, tu m'offres le couvert. En gros, c'est peut-être ça aussi. Hein. Les gendarmes le savent, comme le suspect semble exercer une certaine ascendance sur sa compagne, il est impératif que l'homme ne communique pas avec elle. Les enquêteurs les placent donc dans 2 cellules séparées. 14h30, c'est la reprise des auditions. Les 2 équipes de gendarmes n'ont plus que 16 heures pour faire parler les 2 suspects. Ils comptent principalement sur la femme, plus bavarde que son compagnon. L'interrogatoire reprend sur un point clé, les violences qu'aurait subies Thérèse. Il lui est déjà arrivé de te frapper, de te donner des coups de poing, c'est ce que tu nous as dit. Oui. C'est que lui est déjà arrivé de faire des trucs comme ça, de la frapper aussi. Comme toi, il le faisait avec toi. Non. Non, pas sur ça. Généralement, c'était ma tête de turc. L'interrogatoire s'enlise. La femme serait la seule à être maltraitée. Jérémy change de stratégie et s'appuie sur les déclarations de la plaignante. Elle nous dit que elle avait peur de lui, qu'il lui mette des claques, et qu'en l'occurrence, il lui mettait des coups de ceinture et il la piquait avec des fléchettes. Ah bon? J'étais pas au courant de ça. Pourquoi elle dit ça? Non, mais c'est vrai. Là, j'étais même pas au courant de tout ça. C'est bizarre, hein, parce que dès qu'on te pose une question où on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est je sais pas, je prête pas attention à ce qui se passe autour. Je vais pas vous dire quoi que ce soit si je ne le sais pas. Et elle a l'habitude de mentir Non, ça m'étonnerait. Ah bon? Non, ça ne ment pas. Ah oui. Je sais qu'elle est capable de... Elle est capable de faire ça. Ah oui, quand même. La femme confirme que son compagnon aurait pu être violent avec Thérèse. Mais elle reste vague. Alors le gendarme se fait plus incisif dans ses questions. Il s'appuie sur un point précis de la déposition de la victime. Elle dit dans sa déclaration, des fois il me passait sur le visage une éponge toute sale et le balai avec lequel il avait nettoyé par terre, la pisse et tout ça. Ça se peut. Pour l'emmerder? Pour l'emmerder. Ouais. Pour la première fois, depuis le début de l'audition, l'enquêteur obtient confirmation qu'il y a bien eu sévices contre la victime. Alors il enchaîne. La victime aurait-elle aussi été volée? Est-ce que ça, elle est venue te voir un jour pour te dire il m'a piqué 30 €? Je suis pas vraiment très sûre. T'es pas sûre de quoi? Vas-y, dis-moi. C'est 30 €. Parce qu'il faut faire quand même attention parce que c'est un très bon menteur aussi. Parce que moi, dans mon porte-monnaie, c'est pareil. T'as déjà piqué des sous? Oui. Oui. L'homme pourrait avoir volé la victime, mais peut-être pas. L'enquêteur est dans le flou. Il va alors s'intéresser au fait le plus grave qui est reproché au compagnon de la femme interrogée, la séquestration. C'est un point essentiel, car aux yeux de la loi, la séquestration est considérée comme un crime. Elle est passible de 20 ans de prison. La parole de la compagne du suspect est donc déterminante. Est-ce qu'elle sortait seule? Non. Nous deux, on était enfermés là-bas. Qu'est-ce que t'entends par on était enfermés là-bas? On était enfermés dans l'appartement. De toute façon, il n'y a plus de clé. C'est ses clés, c'est son appartement. D'après la femme, le suspect les aurait donc bien enfermés, elle et Thérèse. C'est un grand bond en avant pour l'enquête. Pourtant, les gendarmes ne sont pas totalement satisfaits, car les 2 versions des suspects ne coïncident pas tout à fait avec la plainte de Thérèse. Celle-ci a en effet avancé des détails que la femme ne confirme pas. Les ceintures, les fléchettes, on oublie. Ça, elle l'a jamais vu. Et elle l'a jamais vu en train de voler 30 €. D'accord. Pour la 3e fois depuis le début de l'enquête, les gendarmes doutent.
Et si Thérèse, la victime, avait exagéré? Maigre. On est maigre là. On est maigre. Lui dit que des fois elle pissait dans des seaux, dans des casseroles, cachée dans les casseroles. On parle pas de ça. Toute la difficulté pour les gendarmes, c'est de se faire une idée claire de ce qui s'est réellement passé dans cet appartement. Ils avancent pour cela une nouvelle hypothèse. Peut-être que dans les faits qu'elle raconte, il y en a une partie qui est vraie et qu'elle veut se venger d'une situation. Moi, on est peut-être plus là-dedans, dire bah, je vais ajouter un petit peu parce que je veux me venger. Quoi. Oui, bah, moi, c'est le sentiment que j'aurais aussi. Le fait de dire, bon bah voilà, ils sont venus me chercher de force à la gare, là, ça c'est fou. C'est pipeau. Ça c'est du pipeau. Pourquoi elle raconte ça? La vieille dame, humiliée, se serait-elle vengée? L'expert psychiatre aurait-il donné trop de crédit au récit de l'agression de Thérèse? C'est maintenant l'audition du suspect qui va être déterminante. Pour le faire avouer, les enquêteurs commencent par s'appuyer sur les faits dont ils sont les plus sûrs. Sa violence envers sa compagne. Est-ce que tu maintiens ne pas avoir commis de violence sur Oui. David abat sa dernière carte. Il met le suspect face à ses contradictions. Le fait de pincer quelqu'un, c'est des violences? Pour moi, c'est violence, oui. Des fois, il y a des traces de coups sur le visage. Tu peux m'expliquer ces traces de coups, là? Comment ça? Je sais pas, moi, je te dis des fois, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, des fois, il y a des traces de coups sur le visage? Je sais qu'il y a une fois, elle est partie pendant 8 jours, elle a fugé de sous moi. Tu vois que au début, elle avait un bleu ici, là. Ici, là. Quand elle boit, elle se casse la trombine. Bon. Tu crois pas plutôt qu'elle fuit parce que tu en as mis une? L'homme va alors justifier ses gifles en accusant sa compagne d'être volage. J'en ai mis une, oui, je suis d'accord avec vous, mon adjudant, parce que vu qu'elle avait fait un truc qu'il fallait pas. Ça t'arrive d'être violent, alors? Pour les trucs comme ça, c'est comme moi, c'est comme vous êtes mariés, et puis vous allez coucher avec un autre mec, ça se fait pas. Peu à peu, l'enquêteur en vient à ce qui l'intéresse, les violences faites à Thérèse, et que sa compagne a en partie confirmé. Elle a évoqué une serpillière pleine d'urine qu'il aurait frottée contre le visage de sa victime. Les jeux que t'avais avec j'aimerais bien que tu me les expliques. Comment ça? C'était quoi les jeux que t'avais avec... C'était quoi ton jeu? On jouait à la bataille, elle jouait de temps en temps avec nous aux jeux de PC, et on jouait aussi aux cartes, comme on appelle ça, c'est au Kems. Le jeu avec la serpillière? Ouais. J'ai celui-là que j'aimerais bien que tu me parles. Le jeu avec la serpillière? Ah, ça, je suis d'accord avec vous, mon adjudant. Vas-y, explique-moi un peu. Parce que vu qu'elle avait fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, elle avait fait pipi, elle avait fait pipi par terre. Je l'ai dit tout simplement, quand on fait pipi par terre, on nettoie. Elle a nettoyé, bon, il n'y a pas de problème. Mais après, elle a recommencé. Alors j'ai dit, ça ne fait pas ça, si tu veux aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Alors, bien, on fait. C'est quoi le jeu alors? Qu'est-ce que t'as fait avec ce serpillière? Je l'ai mis dans la figure. Ça, je reconnais que c'est fait, il n'y a pas de problème. Le suspect commence à reconnaître quelques violences. C'est le moment pour David et son collègue d'en venir aux autres sévices évoqués par sa compagne. À commencer par les pincements aux cuisses. À l'appartement. Avec... Ouais. Elle dit la même chose que... Comment ça se fait? Il y a quelqu'un qui ment, forcément. On a deux versions différentes. C'est qui ment? Moi, je le sais que ça s'est passé. Elle le dit, et elle le dit, toutes les deux, elles disent la même chose, elles se sont pas vues. Elle a été dire à... J'étais là, ce jour-là, j'ai entendu. Ah mais t'as vu faire. Non, ne me dis pas n'importe quoi, s'il te plaît, s'il te plaît. D'ailleurs, jusque-là, ça s'est bien passé. Là, non. Là, je peux pas te dire ça, elle t'a vu faire. Alors, ne me dis pas, il y a mon trait, puis elle a dit, non, elle t'a vu faire. Là, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Je l'ai vu faire, dans le canapé. Dans le canapé, s'amusait à la pincer, il jouait. Ah, je m'amusais avec elle, oui, voilà. Pourquoi tu me le dis pas? Tu me dis depuis tout à l'heure, tu me dis la vérité. Mais je l'ai jamais frappé dans la figure. Est-ce que je t'ai demandé si tu l'avais frappé? Tout à l'heure, je t'ai demandé si pincer c'était des violences, tu m'as dit oui. Donc tu me mens. Tu me mens alors là. Non, quand je te demande si tu as commis des violences, tu me dis non. Et je te demande si tu l'as pincé. Pour t'amuser, tu me dis oui, alors que juste avant, tu m'as dit oui, c'est des violences pincées. Est-ce que tu l'as pincé dans le canapé?
David le sent, il a pris l'ascendant dans l'interrogatoire. Le suspect est en train de craquer. Et la cible, c'est quoi? Des fois, je m'amusais aussi des fois avec... Quand il était dans le fauteuil, de prendre les fléchettes et je les comme ça. Moi, je comprends pas, là. Bah, quand il était ici, je prenais la fléchette puis je le mettais ici. D'accord, tu lui balançais les fléchettes. Voilà. Les fléchettes, tu les envoyais où? Voilà. L'enquête vient de basculer. Les gendarmes tiennent enfin leurs aveux. Pour la première fois, le suspect reconnaît avoir maltraité une femme de 64 ans, hébergée chez lui pendant un mois, et qu'il enfermait, selon lui, pour son bien. Donc c'est 17h35, fin d'audition. Monsieur reconnaît avoir violenté et séquestré lui avoir pincé et piqué les fesses et les jambes, mais ne pas lui avoir volé d'argent. D'accord, non, bon. Dans un instant sur après les aveux du suspect, vous allez voir comment les gendarmes vont se pencher sur le rôle exact de sa compagne. Victime ou complice? Faut pas que t'en aies peur. Qui s'énerve, t'en fais pas. On est là, il y a plein de gendarmes dans le bureau. L'homme accusé d'avoir maltraité une retraitée de 64 ans ira-t-il jusqu'au bout de son interrogatoire? Les fléchettes, tu les envoyais où? Voilà. L'enquête vient de basculer. Les gendarmes tiennent enfin leurs aveux. Pour la première fois, le suspect reconnaît avoir maltraité une femme de 64 ans, hébergée chez lui pendant un mois, et qu'il enfermait, selon lui, pour son bien. Donc c'est 17h35, fin d'audition. Donc monsieur reconnaît avoir violenté et séquestré lui avoir pincé et piqué les fesses et les jambes, mais ne pas lui avoir volé d'argent. D'accord, non, bon. L'essentiel des faits est reconnu, mais de manière assez floue. L'interrogatoire est loin d'être terminé. La justice doit donner son feu vert pour que l'on prolonge la garde à vue des deux suspects. Mes respectables substituts, monsieur il finit par reconnaître les faits de séquestration. Donc il dit qu'il l'a enfermé quand il quittait l'appartement. Il justifie en disant que c'était pour pas qu'elle tombe, parce que quand elle sortait, elle tombait. Il l'a pincé pour s'amuser. Il l'a piqué avec des fléchettes pour s'amuser. Il reconnaît aussi qu'il est violent avec sa concubine. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a l'expertise psy à 17h30. Voilà, on a l'expertise psy dans 10 minutes. Les gendarmes attendent de pied ferme l'expert psychiatre. Car depuis le début des interrogatoires, ils se demandent s'ils n'ont pas fait fausse route. Et si la femme, si bavarde, mentait. Quel est son rôle exact? Simple victime elle aussi? Ou bien complice tortionnaire? Ou pire encore, cerveau de la séquestration qui accuse son concubin pour se dédouaner? Les enquêteurs, une nouvelle fois, font appel au savoir-faire du psychiatre pour les éclairer. C'est bon? C'est bon. Allez. La suspecte doit répondre aux questions du spécialiste afin que les enquêteurs puissent savoir si, comme ils le pensent, la femme a bien le profil d'une compagne soumise et non celui d'une manipulatrice. C'est parti pour 1 heure. Cet entretien doit aussi permettre de déterminer son degré de responsabilité dans les violences et la séquestration. Je vais vous remettre en cellule. Allez-y. C'est maintenant aux spécialistes de se prononcer sur la personnalité de la femme. Elle n'est pas capable de dénoncer pour elle-même, elle est en ambivalence permanente. Alors elle se plaint pas, mais il faut lui faire dire, parce que se plaint pas, parce que sinon il y aurait capable de l'enfermer, commence pas avec le gendarme, etc. Bon bah parfait, C'est ce qui nous intéresse. c'était ça le plus important. Le diagnostic du psychiatre confirme l'intuition des enquêteurs. La femme ne ment pas. Elle ne serait qu'une marionnette aux ordres de son compagnon violent. Allez, viens, on va voir monsieur le docteur. C'est maintenant au tour de l'homme d'aller voir le médecin. Un enjeu capital, car le suspect a avoué une séquestration. Il risque donc 20 ans de prison. À moins que le psychiatre ne le déclare irresponsable, autrement dit, fou. L'homme serait alors interné et pas emprisonné. Après cet entretien capital, le psychiatre quitte la gendarmerie.
Bonne soirée encore, merci. Au revoir. C'est un moment crucial. Il s'agit de savoir si, oui ou non, l'enquête va continuer. David décortique les premières conclusions du médecin. Est tout à fait accessible à une sanction pénale qui doit lui être signifiée et être appliquée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui doit être sanctionné. Selon le psychiatre, l'homme n'est pas fou. Il a cependant un désordre mental assez prononcé. C'est un manipulateur. Une sursimulation sur ces aspects de la personnalité par l'intéressé toutefois présente. Ses capacités d'expression spontanée le montrant d'une astuce concrète et d'une intelligence pratique tout à fait efficiente, notamment dans l'aptitude à dissimuler et à simuler. C'est la fin de la journée. Demain, les interrogatoires vont reprendre. Alors que pour la femme, les choses s'arrangent, pour l'homme, l'avenir s'annonce très sombre. Quelques heures plus tard, Jérémy sert son dîner au suspect. Tout semble normal. Bon, il est bon le chicken carnet? Mais soudain, le suspect ressent une gêne. C'est normal que t'as plus des cornets ici. Non, t'as plus des cornets ici. Vas-y, c'est là la poubelle. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je suis pas là en train de me faire une crise de je sais pas quoi. Oh. Alerté par le bruit, David arrive à la rescousse. On va s'allonger? Tu m'entends? Que s'est-il passé? Tentative de suicide? Malaise dû au stress? Intoxication? Très vite, les gendarmes allongent le suspect pour l'aider à respirer. Oh, à moi la main. Attends, tu veux que je fasse le 18? Ça va aller? Le stress gagne les enquêteurs. Le suspect est en pleine crise de spasmophilie. Jérémy alerte les secours. Oui, bonsoir, la gendarmerie de Choisy-au-Bac. On a besoin de vos services au niveau de la caserne pour un individu qui est en garde à vue, qui est en train de nous faire un malaise. Tu m'écoutes? Oh! Hey! Calme-toi. Oh, cool. Cool. Bon, les pompiers sont partis. Là, là, les pompiers. Tu m'entends? Alertés par la gendarmerie, les pompiers arrivent immédiatement, sous l'œil inquiet de Jérémy. L'homme est toujours à terre, il tremble. Assez vite, il retrouve l'usage de ses jambes. Il peut être évacué. Étonnés de voir un camion de pompiers dans la cour, les collègues de Jérémy viennent aux nouvelles. Il nous a fait un malaise. Bah, il est en train de manger, il fait ça pique, hein. Puis d'un coup j'ai envie de vomir, donc il a la poubelle, puis d'un coup. Les gendarmes sont sous le choc. Leur enquête est peut-être compromise. Ont-ils commis une erreur pendant l'interrogatoire? Ont-ils été trop pressants ou trop effrayants pour leur suspect? Ils ne le savent pas encore, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Tout était crispé, ses bras et tout. Tu vois? Hein? Tu vois? Ah oui. Les pompiers prennent les enquêteurs à part. Ils veulent leur livrer une information stupéfiante. Monsieur, donc c'est un simulateur connu. D'accord. Il simule beaucoup de malaise. Je veux dire, voilà. Donc moi je m'appelle SAMU 60, puis on va le diriger sur le centre hospitalier. Les gendarmes et les secours repartent rassurés. Les pompiers ont l'air de dire qu'ils le connaissent comme étant simulateur presque professionnel, j'ai envie de dire. Donc il était sur leur secteur avant, donc ils le connaissent bien. Ils l'ont fait à plusieurs reprises pour des simulations de malaise diverses. Mais comme les gendarmes ne veulent prendre aucun risque, ils laissent les secours transférer à l'hôpital celui qui, pour certains, fait figure de malade imaginaire. Pour nous, il est libre, lever de garde à vue. On va reprendre plus tard. On peut l'emmener là-dessus. On peut l'emmener, il n'y a pas de souci. Bon, on roule, on l'emmène. Bon courage. Ouais. Bon courage.
Pour les gendarmes, la journée se termine sur une interrogation. Quelle est donc la véritable intention du suspect? A-t-il voulu se faire hospitaliser et profiter d'un manque de surveillance pour partir en cavale? J'étais loin de penser qu'il nous ferait un malaise aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il va se soustraire à la justice, hein, ça. C'est que partie remise. Hein. Demain, il aura le droit à sa petite garde à vue et puis il sera réentendu. Et puis, moi qui prenne la poudre d'escampette qui sort du territoire, bon, je pense pas. Pour David, il est impératif que le suspect ne leur file pas entre les doigts. Il ira donc le chercher lui-même à l'hôpital. Et cela va arriver beaucoup plus tôt qu'il ne l'imagine. À 1h du matin, sur le parking en face de l'hôpital, l'adjudant joue les taxis. Il s'est déplacé en personne pour venir récupérer l'homme qui a tenté de leur fausser compagnie. J'ai été prévenu que monsieur était sortant de l'hôpital. Du coup, j'ai pas hésité à lui rendre service, je suis venu le chercher. Et puis on va le ramener à la case départ. Le suspect, encadré par les gendarmes, revient à son point de départ. Il n'avait aucune raison de rester hospitalisé. Selon le médecin, il se porte comme un charme. Ouais, je pense qu'il pensait rester à l'hôpital et que le Toubib va pas marcher dans la combine, quoi. C'est qu'il est pas dans un état... Parce que moi, c'est la question que j'ai posée là-bas à l'hôpital. Il est sortant. C'est que son état de santé est satisfaisant. Donc c'était une cible. Peut-être, peut-être pas. Enfin, si c'était un malaise, c'était quoi? Il a 15h15 de garde à vue de jour. La garde à vue du suspect va reprendre en pleine nuit. David prévient son avocate. Une obligation légale, mais pas toujours agréable en plein milieu de la nuit. Oui, l'adjudant Serviget, bonjour. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Bon, j'ai été avisé que monsieur est sorti de l'hôpital et je viens de le récupérer. Je l'ai récupéré à 1h du matin et j'ai notifié ses droits, je l'ai replacé en garde à vue, toujours pour les mêmes faits. D'accord, donc moi je vous propose de faire comme on avait prévu à la base demain matin. Écoutez, on fait comme convenu. Très bien, écoutez, bonne nuit, au revoir. Bon, enfin. Bon, c'est bon pour l'avocate. Vas-y. Le suspect va passer sa première nuit en cellule. Il est 2h du matin. Bon, écoute, essaye de bien dormir. À demain. Au revoir. Le lendemain, une nouvelle épreuve attend le suspect. Les gendarmes vont le confronter à celle qui connaît tout de lui, sa compagne. Bonne nuit. La nuit a été courte. Ce matin, c'est l'heure du face-à-face. L'avocate du suspect est de retour. Elle va s'entretenir quelques instants avec son client pour le préparer à cette confrontation. Bonjour. Je vous laisse. D'accord, merci. De son côté, Jérémy est parti chercher la compagne du suspect. Aux yeux des gendarmes et du psychiatre, elle n'est qu'une victime. Elle est donc libre et a passé la nuit chez ses parents. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Oui. C'est parti. Elle a le sourire aujourd'hui. Ça va mieux? On va revenir sur des petites choses que t'as dit hier. Pas de problème. Pour les gendarmes, il est essentiel que la femme ne se rétracte pas, car elle est leur atout majeur. Son témoignage est déterminant pour la mise en examen du suspect. Il faut que tu continues comme hier, tu nous dis ce qui s'est passé, la vérité, et puis tant pis, il assumera ce qu'il a fait. Tu vois? Il faut pas que t'en aies peur pour la confrontation, surtout. Et même s'il s'énerve, t'en fais pas. On est là, il y a plein de gendarmes dans le bureau, on va vite le calmer. Les gendarmes sont rassurés.
celle qui fait figure de témoin à charge ne va pas les lâcher. Alors, est-ce que vous maintenez vos précédentes déclarations? Oui. Tu nous as déclaré que te frappait régulièrement. Moi? Est-ce que tu maintiens tes déclarations? Oui. Ah oui, parce que je voudrais pas dire. C'est vrai qu'il a une force pas possible, lui. Est-ce que c'est vrai ça? Que tu frappes régulièrement? Pas toujours quand même, pas toujours. Ah, pas toujours, mais c'est très souvent. Des coups de poing dans la figure. Tu t'en rappelles, ça? Tu t'en es mis un, oui, tu t'en es mis un coup de poing. Le suspect a du mal à reconnaître sa propre violence vis-à-vis de sa compagne. Mais pour les enquêteurs, ce n'est pas le sujet principal. Il s'agit seulement d'une mise en condition pour arriver au cœur de leur affaire. La séquestration présumée d'une personne vulnérable, Thérèse, 64 ans, sous tutelle. Est-ce que tu savais qu'elle était vulnérable par son état physique, par son état mental? Donc, lorsqu'elle était chez toi, est-ce que tu savais qu'elle était vulnérable? Oui, tu le savais ça. Les gendarmes ont marqué un point. L'homme reconnaît la faiblesse de sa victime. Reste la délicate question de la séquestration. Elle a été enfermée combien de fois par... Je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'on la sortait quand même assez souvent. Est-ce qu'à chaque fois qu'elle était enfermée à l'intérieur de l'appartement, est-ce qu'à chaque fois elle avait la possibilité de sortir de l'appartement en ouvrant le verrou? Ben non, on peut pas. Tu peux pas? Non. Ben non, on peut pas, puisque de toute façon, lui, il va travailler, donc c'est lui qui a les clés. D'accord. Donc vous étiez enfermés. Donc vous on ne est... pouviez pas sortir. Exactement. Pour les gendarmes, la séquestration est prouvée. Et leur dossier, bouclé. C'est sans compter un ultime rebondissement. L'audition est sur le point de prendre fin. La compagne du suspect répond à une dernière question sur les rares moments où le couple faisait des courses avec la femme séquestrée. Et c'est alors qu'elle va livrer une information inattendue. Elle évoque au détour d'une phrase un détail en apparence anodin, mais qui fait tout basculer. Elle explique que lorsqu'ils partaient tous les trois faire des courses, le couple laissait souvent Thérèse les attendre à la poste, parce qu'elle était trop fatiguée. Et c'est vrai que quand on allait en course, après, bon, bah, pour descendre, ça descend vite. On nous attendait même. Mais pour remonter, c'était un petit peu tragique, parce qu'elle avait du mal à monter. C'est pour ça qu'elle attendait à la poste. D'accord. On va mettre fin à l'audition. Allez. Mettre des remarques, des observations, des questions. Les gendarmes ne s'y attendent pas, mais l'avocate va alors soulever une question primordiale dans cette affaire. Donc madame, vous avez dit tout à l'heure que quand elle venait avec vous à la poste pour retirer l'argent, elle restait seule et elle vous attendait à la poste. Donc elle pouvait partir. À ce moment-là, elle n'était pas obligée de vous attendre, elle aurait très bien pu partir seule à ce moment-là. L'avocate a réussi un grand coup. Elle vient de démontrer que Thérèse n'était pas toujours sous la contrainte, qu'elle était parfois libre de ses mouvements. Elle aurait donc pu s'enfuir. L'accusation de séquestration ne tient plus. J'ai pas d'autres questions. J'imagine. Mais c'est vrai que des fois, Mireille, elle était... C'est fini, monsieur. Le suspect n'a pas compris. Pourtant, son avocate vient de le tirer d'affaire. L'accusation la plus grave du dossier, la séquestration, ne tient plus. Les gendarmes doivent maintenant terminer l'enquête et présenter leurs conclusions à la justice. Jérémy rappelle donc la substitut du procureur. Violence habituelle sur personne vulnérable. Bon, bah, à tout à l'heure, merci, au revoir. C'est donc toute une partie de l'enquête qui a disparu. Les enquêteurs doivent requalifier les faits. Donc, au niveau infraction, la séquestration, ça tient plus, forcément. Le vol non plus. Et là, on part sur les violences habituelles sur personne vulnérable, ce que tu disais tout à l'heure. Le suspect ne sera plus poursuivi pour un crime, la séquestration, mais pour un délit,
violence sur personne vulnérable. Quant à sa compagne, elle ne sera pas poursuivie. Tu viens, on y va? Pour les gendarmes, le travail s'arrête là. La justice va prendre le relais. Tu te rends compte quand même que c'est grave ce que t'as fait? Ouais ou... Ouais. Une heure plus tard, devant le palais de justice, le suspect ressort libre. Il a reconnu certains faits. Le magistrat en a tenu compte. Qu'est-ce qu'elle vous a dit donc, le substitut? Il faut que je retourne, faut que je voie la gendarmerie tous les 2 jours pour pointer. Le suspect est placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement qui aura lieu dans quelques mois. Je crois que vous allez être incarcéré, mais bon voilà, moi je suis un peu plus fort que elle. Elle c'est une personne âgée, puis moi je suis un homme. Ils ont tout compris que j'avais fait ça pour m'amuser. L'épilogue d'une enquête qui aura duré 3 mois. Le suspect risque 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 € pour violence sur personne vulnérable.